Aujourd'hui, typiquement en Europe ou en France en tout cas par exemple, il y a plus de gens qui possèdent des cryptos que des gens qui possèdent des actions. Et pour les institutionnels, en particulier dans la finance traditionnelle, maintenant c'est devenu aussi un sujet incontournable. Parce que tout simplement, on ne peut pas se permettre de dédaigner ou de ne pas regarder l'actif le plus performant de la décennie. Salut tout le monde et merci d'écouter Conversations powered by KPMG. Aujourd'hui, on reçoit deux invités exceptionnels, Claire Balva et Alexandre Stachenko, deux experts dans les domaines Web3, crypto et blockchain. Et ensemble, on va essayer de discuter des enjeux autour de Bitcoin et des crypto-monnaies, mais également leur adoption par les États, par les entreprises, par les institutions financières et par les particuliers. J'espère que ça va vous plaire, je vous souhaite une très bonne écoute. Claire, Alexandre, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Et peut-être avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter assez rapidement ? Oui, bien sûr. On est tous les deux les cofondateurs d'une boîte qui s'appelle Blockchain Partner, qu'on a montée en 2015 et dont le métier était de faire du conseil aux entreprises sur les sujets crypto, blockchain, bitcoin, etc. Entreprise qu'on a revendue à KPMG en 2021, où on est ensuite restés tous les deux en tant que directeurs blockchain et crypto. Et puis on en est tous les deux partis et maintenant on travaille tous les deux dans le secteur, dans des entreprises du secteur, Alexandre chez Pemium et moi chez Deblock. Donc on est d'ailleurs tous les deux directeurs stratégie, on a un peu le même type de poste pour des acteurs différents. Vous aviez un focus stratégie également chez Blockchain Partner ou c'était général Alors on était tous les deux on était fondateurs de la boîte, donc dans notre poste évidemment qu'il y avait beaucoup de stratégie, c'était un peu l'essence même du job. On a pendant des années beaucoup travaillé pour des directions innovation, plutôt justement sur de l'expérimentation, donc ça allait de l'acculturation jusqu'à la construction technique de projets. Mais il nous manquait justement cette brique stratégique et on sentait que les entreprises avaient plutôt envie, quand il s'agissait de stratégie, d'aller faire confiance à des entreprises qui avaient un gros logo et une renommée comme KPMG ou d'autres. Et on a bien vu d'ailleurs que quand on est arrivé chez KPMG, ça nous a permis d'avoir accès à ces missions-là, pour lesquelles on avait la compétence, mais peut-être pas la renommée qu'il fallait avant. Ok, je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler au moment du deuxième épisode. On aura l'occasion d'approfondir ces questions. Pour ce qui est de Bitcoin et des crypto-monnaies, donc on voit bien Bitcoin bat record sur record. Le Salvador en a fait une monnaie officielle il y a 2 années, je crois, 2-3 ans, 2021. Et les États-Unis veulent en faire un actif stratégique. Qu'est-ce que ça dit de Bitcoin ? Est-ce qu'on va vers une remise en cause du système monétaire traditionnel ? Où va-t-on ? Où va-t-on ? Alors faut pas brûler les étapes non plus, mais il y a clairement effectivement dans l'actualité de ces dernières années une forme d'institutionnalisation, de respectabilité qui a été acquise par le Bitcoin, qui provient des arcanes d'Internet fondés par un anonyme que personne ne connaît chez les cypherpunks et qui aujourd'hui se retrouve effectivement dans la finance traditionnelle, internationale, adoptée par des pays, parce que c'est un actif qui maintenant a une quinzaine d'années, que tout le monde appelle mort tous les ans depuis 15 ans mais qui refuse de mourir. Et donc maintenant la théorie des jeux se met en place tranquillement, entre guillemets, avec une proposition de valeur qui est de plus en plus claire pour de plus en plus de monde. Cet actif de réserve, effectivement, qui en tout cas a une prétention à devenir une monnaie internationale ou un actif de réserve pour le commerce international. Plus de gens l'acceptent, plus il y a de gens qui le considèrent comme une monnaie ou une réserve ou un actif en tout cas qui a une vraie valeur, plus ça incite d'autres gens à faire de même. Donc ce qui est en train de se passer, c'est cette respectabilité où maintenant ça va être difficile de dire que Bitcoin c'est un truc de marginaux, ou c'est un truc pour le terrorisme, ou c'est un truc pour le blanchiment, ou c'est un truc pour... C'est plus vrai. Aujourd'hui, typiquement en Europe ou en France en tout cas par exemple, il y a plus de gens qui possèdent des cryptos que des gens qui possèdent des actions. Donc c'est devenu largement répandu dans la société. Et pour les institutionnels, en particulier dans la finance traditionnelle, maintenant c'est devenu aussi un sujet incontournable. Soit parce que on a des clients en face, on est une banque privée par exemple, et les clients ils ont cette demande-là, et donc si on la fournit pas, ils partent. Soit parce que tout simplement on ne peut pas se permettre de dédaigner ou de ne pas regarder l'actif le plus performant de la décennie. Surtout quand maintenant qu'on a ce backing track, on a testé en fait l'actif sur la quinzaine d'années qui vient de passer, et donc on voit que des gens comme BlackRock par exemple nous disent c'est un actif de diversification, c'est un actif qui ne partage pas les mêmes caractéristiques que des actifs risqués. Donc comprendre, si jamais vous en mettez dans votre portefeuille, vous le prenez par exemple aux obligations qui sont considérées comme étant non risquées. Donc il y a vraiment un cap qui est en train d'être passé, je pense. Parce que ce que je vois, c'est que, ok, on en parle, mais on en parle aussi beaucoup pendant les périodes de bull run.
c'est assez formidable, c'est incroyable. Est-ce que tout ça n'est qu'un effet de cycle? Ou est-ce que cette fois c'est la bonne, quoi? Enfin, je veux dire, est-ce que vous voyez l'entrée de BlackRock, le début des ETF, est-ce que c'est quelque chose qui va rester, ou est-ce que finalement non, le cycle va juste être aussi fort que le bear, c'est-à-dire que la vente il va se faire. Ouais, alors nous c'est notre 3e cycle déjà, donc on en a vu plusieurs et on voit quand même qu'à chaque cycle il y a des choses nouvelles qui arrivent, il y a des choses plus significatives qui arrivent. C'est la première fois qu'on a typiquement les ETF, BlackRock, etc. Et ces ETF là ils vont pas fermer juste parce qu'à un moment il y aura peut-être une correction, si correction il y a. Donc, il y a des choses qui sont là pour rester. Je veux dire, le Salvador n'a pas arrêté de faire Bitcoin sa monnaie ayant cours légal juste parce que le cours du Bitcoin a baissé. Aujourd'hui, il y a des grands noms qui croient dans cet actif-là et ils n'arrêtent pas d'y croire parce que le cours baisse, en tout cas baisse momentanément. Et on voit bien qu'à chaque cycle, évidemment qu'il y a des corrections, mais ces corrections nous amènent à un niveau qui est quand même nettement plus élevé que le niveau 4 ou 5 ans auparavant. Et donc, c'est simplement le rythme de l'adoption de Bitcoin. L'adoption de Bitcoin, elle ne se fait pas de manière linéaire, elle se fait par à-coups. Donc, il y a des grands à-coups qui, effectivement, voient souvent des corrections ensuite. Mais voilà, c'est pas juste le buzz pendant le bull run, puis on n'en parle plus pendant le bear market, et ensuite ça recommence et rien ne change. On voit bien qu'en 15 ans, il y a énormément de choses qui ont changé. Et nous, on le voit même dans nos rapports aux institutionnels. Aujourd'hui, vous parlez à un banquier, en fait, ça l'intéresse. Bitcoin, les cryptos, il se pose des questions. Nous, quand on a commencé, pour parler de Bitcoin à un banquier, c'était compliqué, quoi. On savait que ça voulait dire qu'il allait probablement pas nous prendre de prestations et qu'il fallait contourner le sujet pour parler d'autre chose. Moi, je raconte souvent l'anecdote que dans nos premières conférences et formations qu'on faisait en 2015-2016, si jamais on disait même une petite phrase du genre alors, pour comprendre la blockchain, il faut parler de Bitcoin. On pouvait avoir des gens qui se levaient dans la salle pour dire non, vous arrêtez. Maintenant, on parle que de blockchain, on parle certainement pas de Bitcoin. Donc, on avait vraiment un tabou extrême sur le sujet, on ne pouvait pas en parler. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, effectivement, comme le dit Claire. Après, moi, je dirais que quand on dézoome un petit peu, il y a effectivement des cycles qu'on a pu observer par le passé. Il y a quand même une tendance qu'on constate sur chacun de ces cycles, c'est que chaque cycle, on va dire, est moins important que le précédent. C'est-à-dire que, évidemment, le cycle 2013, 2012, 2013, 2014, en fait, en termes de progression en pourcentage sur le cours notamment, on est dans des chiffres absolument absurdes, extrêmement élevés. Ensuite, en 2017-2018, ça continue de monter, mais l'exubérance est moindre. Et ensuite, c'est pareil, le cycle d'après, l'exubérance est moindre. On s'en rend pas compte parce qu'en fait, beaucoup de gens regardent les cours avec les chiffres absolus, et donc ils ont l'impression que passer de 20 000 à 60 000, on a fait une énorme bulle. En réalité, c'est x3. Quand on passe de 1 à 1000, on a fait x1000, donc c'est bien plus important. Et donc en fait, ce lissage qu'on voit sur la courbe, sur la tendance, il s'explique parce que, évidemment, plus le marché est gros, plus c'est difficile de faire bouger le prix. Plus la volatilité baisse, plus il y a d'adoption, c'est pareil, plus on va dire la correction est moins importante, puisqu'il y a toujours, on va dire, un socle commun de gens qui n'abandonneront jamais le navire. Mais surtout, je pense qu'effectivement, là, on est arrivé à ce stade où les cycles, par exemple les halvings, donc la division par 2 du revenu des mineurs tous les 4 ans, vont devenir de moins en moins significatifs, puisque voilà, il y a 10 ans, quand on a un halving, en fait, on diminue drastiquement l'arrivée de nouveaux bitcoins sur le marché. Aujourd'hui, quand on a un halving, le prochain, on va passer de 3 à 1, globalement, avec des virgules. Mais on a déjà 20 millions de bitcoins, donc en fait ça changera pas grand chose par rapport au supply qu'il y a sur le marché. Donc en fait tous les paramètres vont dans le sens de dire que c'est pas improbable qu'en fait on s'émancipe de plus en plus de ces cycles, que d'ailleurs Bitcoin s'émancipe de plus en plus du reste des cryptos, parce qu'aujourd'hui c'est très corrélé, c'est-à-dire que Bitcoin est la voiture de tête et puis ensuite les autres cryptos suivent. Alors souvent ce qu'on appelle les shitcoins, il y en a beaucoup qui montent et qui ensuite se crashent et après ne reviennent plus jamais. Donc voilà, ils n'ont qu'une seule vie. Mais pour Bitcoin, il y a vraiment ce côté, il y a un gestionnaire d'actifs assez connu qui s'appelle Yves Chouefati qui a une phrase sur le sujet. Lui pense qu'on va atteindre la vitesse de libération de Bitcoin, qui est une comparaison en physique. La vitesse de libération, c'est la vitesse qu'il faut donner à un objet pour qu'il quitte l'orbite terrestre. Donc pour lui, c'est Bitcoin en 2025, on atteint la vitesse de libération, on s'émancipe de ces cycles-là, et il n'y aura plus de bear market Bitcoin en fait. Alors après, est-ce qu'il y aura des nouvelles bulles? Pas forcément non plus, c'est juste qu'on va prendre une tendance qui sera peut-être moins exubérante, mais qui restera une tendance haussière.
Et du coup, cette vitesse de libération serait corrélée à l'adoption ou pas? Je veux dire, Oui. le lissage des cycles est lié finalement à l'adoption de Bitcoin par les institutions financières, les États ou notamment. les particuliers. On voit bien qu'aujourd'hui, les institutions, les entreprises soutiennent quand même beaucoup le cours. C'est-à-dire que là, ça fait que quelques semaines, on est début décembre au moment où on tourne, ça fait que quelques semaines à peine que le retail arrive sur Bitcoin. Et ce qui se passait jusqu'ici, et notamment avec l'arrivée des ETF, c'est que c'est plutôt les institutionnels qui investissaient massivement dans Bitcoin, voire les États. Et là, on le voit quand on regarde par exemple les recherches Google, les particuliers n'arrivent que depuis quelques semaines là sur Bitcoin. Ils arrivent parce que les médias en parlent, parce que Bitcoin a passé son record, et donc on rentre de nouveau dans une mécanique assez classique de cycle tel qu'on l'a connu auparavant, mais on a un soutien institutionnel beaucoup plus fort qu'auparavant. Ça ne veut pas dire que Bitcoin va monter sans jamais redescendre, évidemment qu'il y a des mouvements de cours comme sur tout actif. Mais effectivement, c'est pas dans les mêmes proportions, parce que nous, ce qu'on a vu sur les cycles précédents, c'est qu'il y avait des mouvements de panique qui pouvaient être très très forts, parce que l'immense majorité des détenteurs de Bitcoin, c'était des particuliers. Or, les institutionnels, ils vont pas décider d'appuyer sur le bouton vendre avec la même impulsivité que les particuliers. Donc, on a aussi une maturité de l'actif qui se voit dans son cours par ce fait-là. Et puis surtout, il y a un phénomène de skin in the game, c'est-à-dire que quand on est BlackRock, on est le plus grand gestionnaire d'actifs du monde, qu'on a lancé un ETF Bitcoin et qu'en un an, il dépasse l'ETF Or de BlackRock, qui fait partie des meilleurs lancements. Les encours sont énormes. Les encours sont énormes. C'est énorme. Je crois qu'on est autour de 100 milliards de dollars d'encours sur l'entièreté des ETF. L'ETF Bitcoin de BlackRock, il a fait son entrée de mémoire dans le top 20 des plus gros ETF de BlackRock. Il a même pas un an. Donc, comme je disais, il a dépassé l'ETF Or. Donc, en fait, quand on est BlackRock et qu'on voit ça, alors même qu'il y a 5-6 ans, le patron de BlackRock disait que Bitcoin était un indice du blanchiment d'argent, tout simplement à cause du skin in the game, il ne peut plus dire n'importe quoi sur Bitcoin, puisque sinon il fait fuir ses propres clients. Donc il y a un phénomène aussi autoréalisateur, autoprophétique, où, comme je le disais, c'est un effet de réseau. Plus il y a de gens qui l'adoptent, moins il y a de gens qui ont intérêt à ce que l'adoption ne se fasse pas, et donc plus le discours public va changer. Typiquement, on parlait des États-Unis, je pense qu'évidemment ils jouent une grande partie, puisque quand on avait le Salvador qui en faisait sa monnaie nationale, un des réflexes, notamment en France, ça a été de dire, enfin le Salvador, soyons sérieux. Là, on peut plus le dire pour les États-Unis. On peut pas dire les États-Unis, soyons sérieux. C'est la première puissance mondiale, donc ça devient compliqué de dire oui, mais enfin, soyons sérieux. Par contre, il faut quand même avoir en tête que c'est une promesse de campagne qui est faite par quelqu'un qui voulait surtout gagner des voix. Donc c'est pas encore gagné. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est complètement contradictoire par rapport à son positionnement, par exemple sur le dollar, où lui, dès qu'on essaye de dire est-ce que je pourrais m'émanciper du dollar, il s'énerve. Là, il est encore menacé de mettre des tarifs à 100%, etc., parce que vous ne quitterez pas le dollar. Mais en fait, c'est complètement contradictoire avec le fait de vouloir avoir une réserve stratégique de Bitcoin. Donc après, il n'est pas une contradiction près, donc on verra. Mais il faut, voilà, ça a été annoncé. Il est président qu'à partir de fin janvier, et donc on verra si c'est confirmé. Si c'est confirmé, effectivement, ça devient une course tout simplement. Ouais, c'est assez intéressant parce que hier, je déjeunais avec un ami et il me disait qu'il comprenait plus rien au Bitcoin parce que selon lui, à la base, Bitcoin c'était une promesse de désintermédiation, une promesse de liberté financière et une promesse de décorrélation avec les États. Et il me dit, mais moi je comprends pas parce qu'aujourd'hui, quand j'entends parler de Bitcoin, j'entends parler de BlackRock, de Fidelity, de grandes institutions financières qui s'emparent de cette monnaie. Et finalement, est-ce que ce n'est pas juste un actif spéculatif? Ouais, alors il y a plein de choses à dire là-dessus. Évidemment que la finance traditionnelle s'est emparée de Bitcoin parce qu'ils y ont vu une opportunité économique. Donc c'est très logique finalement. Ça ne veut pas dire pour autant que Bitcoin ne remplit pas sa promesse. C'est juste qu'effectivement, sa promesse, c'est pas celle-là, mais il est toujours possible d'utiliser Bitcoin de manière désintermédiée, sans y investir via ces institutions traditionnelles. Maintenant, je comprends la critique, et c'est vrai qu'en termes d'image, ça envoie forcément des signaux contradictoires, parce que ça légitime et ça crédibilise un actif qui, par essence, à son démarrage, était un peu anti-système, et se voulait aller contre les institutions, contre les banques, et avoir une promesse notamment de protection de l'anonymat, même si Bitcoin n'est pas anonyme en tant que tel. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est drôle, les critiques qu'on fait souvent à Bitcoin sont pas les bonnes. Et les vraies critiques qu'on pourrait faire sont justement celles-ci. C'est que comme Bitcoin est devenu beaucoup plus mainstream, il y a un niveau, je dirais, presque de surveillance de ce qui se passe sur Bitcoin qui devient assez élevé. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a un certain nombre de monnaies anonymes aussi qui se développent à côté.
parce qu'utiliser Bitcoin pour des activités illicites devient complètement aberrant. Donc les critiques qui sont faites sur Bitcoin et qu'on entend habituellement sur les activités illicites, l'écologie, etc., sont en fait des critiques erronées. Et les vraies critiques qu'on pourrait faire sont justement plutôt liées à cette adoption par des grands acteurs de Bitcoin qui génèrent tout un tas d'activités parfois en contradiction avec l'ADN initial. Moi, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Alors, première chose, c'est déjà de contextualiser. La promesse d'Internet, de manière générale, était exactement la même. La déclaration d'indépendance du cyberespace en 1996, c'était dans ce monde Internet numérique, les États n'auront plus leur place, on pourra tous s'émanciper, etc. Aujourd'hui, force est de constater qu'on est quand même bien loin du compte et que la promesse initiale aussi s'est retrouvée à être dévoyée entre-temps. Donc il y a une centralisation qui n'était pas du tout prévue initialement par les précurseurs d'Internet. Et évidemment, la question rhétorique que je pose, c'est est-ce que Internet a perdu sa valeur parce qu'il est centralisé ? Non, Internet, évidemment, aujourd'hui, est devenu incontournable dans nos vies, à de nombreux égards, pour la communication, pour s'organiser, etc., etc. Donc ça, c'est pour la contextualisation. La deuxième chose, c'est que Bitcoin, il avait deux promesses un petit peu similaires. Il avait une promesse effectivement sur laquelle je rejoins Claire, qui est d'être une alternative, c'est-à-dire de casser un monopole. Monopole qui est que quand on veut s'échanger de la valeur sur Internet, on ne sait pas faire sans intermédiaire financier. Et donc, ça crée une forme de concentration qui peut être problématique, puisqu'on ne peut plus se passer des intermédiaires financiers. Et Bitcoin, là, continue de remplir sa promesse. C'est pas parce que BlackRock en achète qu'on ne peut plus effectivement s'envoyer des virements ou des transactions de pair à pair. Par contre, il avait aussi une promesse plus politique assez forte et qui, elle, en fait, était plutôt d'être neutre et non manipulable. Et c'est pareil, neutre et non manipulable, ça veut pas dire qu'on interdit à des gens de le toucher, ça veut dire précisément l'inverse, ça veut dire que personne n'est jugé lorsqu'il achète du Bitcoin, et tout le monde peut le faire. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que, évidemment, quand on dit neutre et non manipulable, on entend, là pour le coup, non pas une critique du système bancaire, au sens des intermédiaires financiers, mais une critique du système des banques centrales, du système fiat, dans lequel effectivement la monnaie est manipulée de manière institutionnelle. C'est le but d'une banque centrale, de manipuler le taux d'intérêt directeur, notamment pour orienter l'économie dans un sens ou dans un autre. Et Bitcoin avait comme proposition de valeur de dire, en fait, on ne peut pas faire confiance à la banque centrale pour ça, donc il nous faut un échappatoire, en fait, qui ne soit pas manipulable. Et ça, comme je le disais, c'est un peu comme la Suisse est neutre. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire de commerce avec elle ? Bah non, précisément, ça veut dire qu'elle est neutre, donc tout le monde peut faire du commerce avec elle. Donc là, c'est pareil, la proposition de valeur, certes, système de paiement alternatif, mais aussi étalon monétaire non manipulable. Et là, c'est pas parce qu'il y a BlackRock ou autre chose que la promesse n'est plus tenue. Elle est parfaitement tenue aujourd'hui, et BlackRock n'a pas spécialement pris de la puissance dans la politique monétaire de Bitcoin, simplement parce qu'ils en détiennent plus. De la même façon, je terminerai par ça, si j'achète beaucoup d'or, je ne peux pas créer d'or pour autant, je ne peux pas décider que je vais doubler la quantité d'or sur Terre, j'en ai juste plus, c'est tout. Mais si on a Bitcoin qui devient un or digital, comment est-ce qu'on fait fonctionner ça avec des politiques monétaires, des politiques d'État, de souveraineté en fait ? On peut pas. Moi, je suis une banque centrale, je peux pas accepter de voir un Bitcoin si cher, de voir un Bitcoin qui est adopté par le monde entier. Mais comment est-ce que ça se fait ? Elle ne l'accepte pas d'ailleurs. Il l'accepte très moyennement. Ouais, mais la haute finance semble le promouvoir. C'est ce qui est assez paradoxal. Une des raisons pour lesquelles la haute finance a longtemps hésité à le promouvoir, c'est justement parce que les régulateurs y étaient très opposés. Et qu'il y avait des menaces. Et qu'il y avait presque des menaces. Et on sent bien qu'aujourd'hui, le rapport de force s'est inversé parce que la finance y a vu un tel intérêt économique. Il y avait une telle pression commerciale aussi de la part de leurs clients qui venaient en disant « Attendez, moi je veux acheter du Bitcoin », que finalement, ils y sont allés malgré le régulateur. Et qu'aujourd'hui, on voit bien que même le patron, par exemple, de la Banque de France, admet que c'est un actif et que certes, c'est risqué, qu'il faut faire attention, etc. Mais son discours en termes de diabolisation de Bitcoin, c'est quand même assagi et on sent bien que même les banquiers centraux ont accepté que Bitcoin existait. C'est pas pour autant qu'ils l'acceptent et qu'ils sont contents, pas du tout. On voit régulièrement des rapports qui sortent qui sont très très anti-Bitcoin. Les fameux rapports de Exactement, la Banque centrale européenne. Il y a des rapports de la BCE qui sont assez éclairants sur ce point, mais on sent que même leur tonalité change, c'est-à-dire qu'on est passé de Bitcoin va mourir à Bitcoin existe et c'est très pénible. Voilà. Donc on a quand même accepté au moins l'existence de Bitcoin. Donc non, ils ne l'acceptent pas, mais ils n'auront pas le choix. Et on sent que les monnaies numériques de banque centrale sont peut-être aussi une réaction qui, au départ, s'était pas faite face à Bitcoin, mais qui, aujourd'hui, peut-être se développe, pour le coup, face à Bitcoin.
Ouais, je pense que du côté des banques centrales, effectivement, il y a ce rapport avec la finance traditionnelle, l'institutionnel, qui est difficile. Donc en fait, une banque finit par se dire, bon, si je veux pas mettre à mal tout mon business, je reste en dehors de ça. Maintenant, la donne a un petit peu changé, même si ce n'est jamais que une forme exubérante de quelque chose qui a lieu depuis des dizaines d'années, qui est qu'aujourd'hui, le risque systémique, c'est pas Bitcoin, le risque systémique, c'est la dilution monétaire. Et en fait, une autre façon de le dire, c'est de dire est-ce que vous pensez sérieusement que les banques centrales vont redevenir orthodoxes de façon durable? Et en fait, personne ne pense ça. Pas une seule personne pense que les banques centrales vont redevenir orthodoxes de façon durable. Donc une fois qu'on a ce constat-là, on fait quoi? On sait qu'on va se faire diluer dans une quantité astronomique de monnaie, parce qu'il n'y a pas le choix, il faut sauver l'économie. Et donc en fait, on est rentré dans ce schéma-là, dans lequel, pour beaucoup de financiers institutionnels, le danger maintenant, c'est de se faire diluer. Et donc en fait, il faut trouver des actifs qui, eux, permettent de préserver leur valeur. Et donc dans ces actifs-là, Bitcoin, en fait, qui pendant longtemps était un petit peu méprisé parce qu'on ne sait pas si ça va survivre, c'est un truc de geek, etc., en fait, finalement, prouve tous les ans que c'est l'actif le plus performant. Donc, c'est bête de ne pas le mettre dans son portfolio. Et une fois que c'est dedans, comme je le disais, théorie des jeux, ça finit par créer un effet domino qui est difficile à arrêter. Mais comme je le disais Claire, c'est pas pour autant que les banques centrales ont baissé les bras, mais ça me permet de reclarifier ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que le Bitcoin peut parfaitement fonctionner dans un monde où il y a des intermédiaires financiers. De la même façon, tu parlais de souveraineté juste avant, c'est un peu un artifice communicationnel qui a été créé comme si la souveraineté monétaire avait été inventée en 1971 avec les monnaies fiat. Non, on avait de la souveraineté avant, même sous les talons or, on avait de la souveraineté. C'est pas, on peut faire de la souveraineté nationale sans monnaie fiat. C'est pas consubstantiel, on sait faire sans. Donc on peut très bien avoir un système de commerce international où les talons c'est le Bitcoin, et puis des acteurs financiers qui stockent ce Bitcoin et qui émettent des titres de représentation de ce Bitcoin. Ça contraindra la dépense publique, ça contraindra les banques centrales qui du coup d'ailleurs n'existeraient plus trop dans ce système-là, mais ça contraindra pas nécessairement le fait qu'il existe des banques. Ça va effectivement les déconcentrer, parce qu'on ne pourra plus avoir d'effet de cartel ou de concentration, parce qu'il y a un sauvetage de la puissance publique derrière, ça on peut plus le faire. Mais par contre, le fait même qu'il y ait un intermédiaire financier pour intermédier le créditeur et le débiteur, ça, Bitcoin ne leur met pas en question. On peut toujours être une banque dans un monde Bitcoin. Et donc, dernière question, du coup, je vois que le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie. Est-ce que vous pensez que ça va évoluer sur différents pays? Est-ce que ça va être, c'est quoi? Est-ce que c'est un acte isolé ou est-ce que d'autres pays vont suivre le pas? Alors le Salvador, ils avaient une stratégie de dédollarisation, ou en tout cas de plan B face au dollar, donc c'était assez spécifique, mais il y a quand même beaucoup de pays qui aujourd'hui sont en train d'avoir des stratégies similaires, même si ils n'utilisent pas directement Bitcoin. Je pense notamment aux BRICS qui étudient des moyens de paiement transfrontaliers justement pour utiliser moins le dollar. Donc pour moi, c'est assez probable qu'on voit d'autres États se poser la question de alors Bitcoin soit comme monnaie ayant cours légal, soit comme actif dans une réserve stratégique. Maintenant, il faut bien voir que même si le Salvador a adopté Bitcoin comme monnaie ayant cours légal, le fait est que au Salvador, il y a très peu de gens qui utilisent Bitcoin pour payer un café. Et ce pour plein de raisons. Déjà parce que ils sont très habitués au dollar et que le dollar fonctionne finalement pas si mal pour l'instant, en tout cas dans ce pays-là. Et on le voit aussi, même en France, il y a plein de gens qui me disent mais moi j'utilise pas Bitcoin comme une monnaie, est-ce que vraiment il y a des gens qui l'utilisent pour payer? Et c'est vrai que je dirais que Bitcoin est une monnaie potentielle ou une monnaie en devenir, mais n'est pas encore véritablement une monnaie au sens moyen de paiement de tous les jours. C'est peut-être pas pour ça qu'il a été créé non plus d'ailleurs. En France, moi, il y a un truc qui me frappe quand même, c'est que on a fiscalisé Bitcoin comme un actif. C'est-à-dire qu'on paye, en France, c'est 30% sur la plus-value. Bientôt 33. Bientôt 33, Sauf merci de le rappeler. Voilà, on n'est pas sûr, mais peut-être bientôt 33. En tout cas, il y a une fiscalité de Bitcoin qui est similaire à celle qu'on a sur les actions, par exemple. Et donc, au final, utiliser Bitcoin comme une monnaie avec cette fiscalité-là, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que demain, je m'achète une baguette de pain en Bitcoin, je suis obligé de calculer le cours du Bitcoin à l'instant T et de payer 30% sur ma plus-value juste parce que j'ai acheté une baguette de pain. Proportionné à mon patrimoine global, Exactement. etc. Donc c'est un enfer déclaratif. Et donc, évidemment que Bitcoin n'est pas utilisé comme une monnaie parce que, bon, bien sûr, on a l'euro qui est relativement stable, mais surtout, l'utilisation de Bitcoin comme monnaie est opérationnellement ingérable, ou alors si on voulait vraiment le faire, il faudrait être dans l'illégalité et pas faire ces déclarations. Donc on sent bien qu'aujourd'hui, les États n'ont pas spécialement envie, à part certains comme le Salvador, le Brésil, etc., mais en Europe, les États n'ont pas envie que Bitcoin devienne une monnaie.
Moi, je pense qu'il a un avenir à court terme, enfin à court terme, je ne parle pas des 6 prochains mois, mais en tout cas, il a d'abord un avenir comme étalon et comme moyen de commerce international, avant d'avoir un avenir comme monnaie du quotidien. Mais je dirais que c'est sur la feuille de route. C'est surtout un sujet pour les pays en voie de développement, si je comprends bien. Le Nigeria, le Brésil. Oui, alors peut-être. pour plein de raisons. Première raison, c'est que en règle générale, la population est jeune et que c'est le premier facteur d'adoption de Bitcoin, c'est la jeunesse. Donc typiquement, effectivement, quand on est dans un pays où la classe d'âge de moins de 18 ou de 25 ans représente parfois la moitié de la population, c'est vrai que c'est plus propice à l'adoption de Bitcoin que dans des pays où c'est plutôt la classe d'âge de plus de 55 ou de 60 qui représente la majorité de la population. Mais c'est aussi parce qu'ils ont un contexte qui est complètement différent. Effectivement, si on parle du Nigeria, la monnaie s'est littéralement effondrée ces 2-3 dernières années avec, je crois, de mémoire, moins 80 ou moins 90%. Donc en fait, on ne parle pas du même sujet. Si on est en Argentine, si on est au Nigeria, si on est au Liban, si on est en Turquie, si on est en Iran, si on est au Venezuela, si on est dans tous ces endroits-là qui commencent à faire beaucoup de monde, tous ces pays-là, en fait, on est dans des endroits où la question qui se pose, c'est comment je me débarrasse de ma monnaie locale le plus vite possible. Et donc évidemment, n'importe quoi devient mieux que de la monnaie. La monnaie au sens monnaie nationale. Donc le Bitcoin évidemment fait partie des alternatives. Après il y a certains pays où ils vont être très friands lorsque des touristes arrivent. C'est le seul moyen qu'ils ont d'obtenir des dollars et donc d'être sûr de pouvoir garder aussi un peu plus de valeur sur le long terme. Donc eux ils voient la problématique vraiment bien plus directement qu'en Europe. Mais c'est aussi un sujet parce que c'est dans le système monétaire international. Donc au-delà du fait juste que leur monnaie se déprécie et qu'ils prennent des hyperinflations régulières, ils sont aussi dans une situation qui est très difficile parce que c'est un système qui a donc été forgé à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans lequel le dollar est roi globalement. Et donc ce que ça veut dire, c'est deux choses. Ça veut dire que dans le monde, il n'y a que 7 ou 8 zones économiques qui peuvent lever de la dette dans leur propre monnaie. Tous les autres lèvent de la dette en dollars. Et donc ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que dès qu'ils sont en situation similaire à l'Occident, c'est-à-dire de déficit perpétuel, pour eux c'est beaucoup plus difficile à gérer parce qu'ils ne peuvent pas juste cliquer sur un bouton et ça y est, on a payé notre déficit avec de l'argent nouvellement imprimé. Ouais. Donc ça veut dire que déjà numéro 1, ils ont plus de problématiques, c'est-à-dire qu'ils sont plus punis s'ils sont dans des situations similaires à nous, ce qui est injuste en soi, mais aussi ça veut dire que dès qu'ils ont recours à des organisations internationales, type le FMI, la Banque mondiale, &Co, les prêts qui sont faits, c'est des prêts, c'est pas des dons, il faut les rembourser. Ils sont faits à des taux importants et ils sont faits en dollars. Et donc ça crée parfois des drames économiques, voire écologiques, comme ça a été le cas au Bangladesh ou au Sri Lanka, ou au Ghana, ou enfin bon, bref, tous les pays qui ont fait, je crois que le Ghana doit être en 11e ou 12e ajustement structurel du FMI, parce que c'est un cycle dont on ne sort plus une fois qu'on est dedans. Ça devient très difficile de sortir du fait qu'on a pris des dettes en dollars et qu'on doit les rembourser en dollars. Donc eux, ils sont dans une vraie situation qui est très différente, où non seulement ils ont des problématiques d'évaluation monétaire, mais ils ont aussi des problématiques de soumission monétaire par rapport à la situation monétaire actuelle. Et ils ont aussi évidemment des problématiques de levée de fonds. Donc, quand on rajoute à ça le dernier point de clair, à savoir notamment les BRICS, qui veulent s'émanciper du dollar pour aussi des raisons juridiques, c'est-à-dire ils ne veulent pas que le droit américain s'applique lorsqu'ils font des transactions, ni que leurs actifs soient saisis juste parce qu'ils sont en désaccord avec les États-Unis, en réalité, ce qui répond à leur problématique s'appelle Bitcoin, mais ça exige de leur part un dilemme, à savoir s'ils prennent Bitcoin, ils tuent leur monnaie nationale. Donc, c'est un dilemme qu'ils ne sont pas prêts de résoudre en tout cas. Mais là, paradoxalement, ça devient un instrument de souveraineté. Oui, exactement. Mais c'est pour ça. Moi, j'ai fait une conférence entière sur le sujet de Bitcoin et de souveraineté, et je pense que Bitcoin est un outil de souveraineté. C'est pas noir ou blanc en fait, c'est qu'aujourd'hui, si on prend le sujet de l'extraterritorialité du droit américain, factuellement, nous ne sommes pas souverains. La France, comme le Luxembourg, comme d'autres, ne peut pas décider avec qui on fait du commerce, parce que le commerce se fait en dollars. Donc, si les Américains ils ont un embargo avec un pays, même si nous on n'en a pas, on peut pas faire de commerce avec eux. Donc oui, Bitcoin est un élément de souveraineté, mais c'est une souveraineté, c'est un peu comme l'étalon or, quoi. C'est ça, on préfère, le général de Gaulle le disait aussi dans les années 60, il vaut mieux passer à l'étalon or, parce qu'à ce moment des années 60, commençait à avoir la fin de l'étalon or, parce que les États-Unis faisaient n'importe quoi. Donc il disait, il vaudrait mieux repasser sur l'or, qui me semble être la seule solution d'avoir un actif non national pour faire du commerce international, plutôt que de rester sur le dollar, puisque les États-Unis contractent des dettes, c'est ces mots, dans une monnaie qui ne tient qu'à eux d'émettre. Super intéressant. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin d'un conseil, d'une aide, KPMG a un réseau mondial. On peut vous aider sur tous les aspects de votre projet,
dans n'importe quel pays du monde. Nos équipes Digital Assets sont composées d'experts en audit, advisory, management consulting, tax, structuring. On peut vous aider absolument sur tous les aspects. kpmg.lu, n'hésitez pas à nous contacter.